Bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Introduction au contexte historique de la centrale nucléaire de Tchernobyl. La centrale nucléaire de Tchernobyl, située dans la région de Pripyat en Ukraine actuelle, fut conçue dans un contexte marqué par l'expansion rapide de l'énergie nucléaire en Union soviétique. Dès les années 60, l'Union soviétique engagea un vaste programme d'industrialisation visant à diversifier ses sources d'énergie. Soucieuse d'assurer une indépendance énergétique et de répondre à la demande croissante générée par plusieurs secteurs économiques en plein essor. La construction de la centrale démarra au milieu des années 70, s'inscrivant dans cette dynamique de développement énergétique planifié. Le choix de ce site ne fut pas fortuit. Situé à proximité de la rivière Pripyat, le lieu offrait un accès constant à une importante ressource hydraulique nécessaire au refroidissement des réacteurs nucléaires. De plus, la région bénéficiait d'un réseau ferroviaire facilitant l'acheminement des matériaux lourds indispensables à la réalisation de cette installation considérable. Cette localisation répondait donc à une stratégie combinant efficacité logistique et exigence technique dans le contexte spécifique de l'époque. La construction même de la centrale se fit sur plusieurs étapes, avec l'édification successive de 4 réacteurs de type RBMK, une technologie propre au système nucléaire soviétique. À cette époque, ce type de réacteur était perçu comme une avancée majeure. Il permettait une production énergétique élevée tout en utilisant de l'uranium à faible enrichissement. Cependant, cette conception intégrait également une série de particularités techniques complexes qui allaient s'avérer fondamentales par la suite pour comprendre l'accident qui s'est produit. La centrale de Tchernobyl avait pour fonction première d'alimenter en énergie le réseau soviétique, reliant notamment les régions industrielles proches. Dans le cadre de la planification économique centrée sur une répartition rigoureuse des ressources, cette installation jouait un rôle critique. Elle devait soutenir non seulement la production locale, mais aussi les infrastructures de grande échelle en fournissant une quantité stable d'électricité destinée tant aux ménages qu'aux industries. Sa contribution visait ainsi à consolider la base énergétique nécessaire au fonctionnement harmonieux de l'économie soviétique. Les travaux sur place mobilisèrent une main-d'œuvre importante, incluant ingénieurs, techniciens et ouvriers spécialisés venus de toute l'Union soviétique. Cette diversité professionnelle et géographique traduisait l'importance accordée à cet ouvrage par les autorités. Par ailleurs, la construction d'une ville nouvelle à proximité, Pripyat, destinée à loger les travailleurs et leurs familles, illustrait la volonté d'intégrer sociologiquement le projet dans un environnement pensé pour durer. Ce modèle urbain fut conçu autour d'une organisation rationnelle du cadre de vie, afin d'assurer une certaine stabilité aux populations présentes. Durant la phase opérationnelle précoce, la centrale de Tchernobyl commença à fonctionner avec ses premiers réacteurs dans la fin des années 70, alors que le reste du complexe continuait d'être complété. Les premiers retours d'expérience permirent d'affiner les procédures de gestion et de maintenance, consolidant petit à petit sa position parmi les installations nucléaires majeures de l'époque. Cette période fut également marquée par une montée en puissance progressive de la production électrique, attestant de la viabilité du projet. Il convient de rappeler que le modèle RBMK, utilisé à Tchernobyl, se caractérisait par une certaine complexité dans son fonctionnement. Cette technologie, développée spécifiquement en Union soviétique, combinait un circuit de refroidissement à eau ordinaire et un modérateur à graphite. Ces particularités techniques étaient peu communes dans d'autres parties du monde, où les réacteurs utilisèrent des modèles différents. Cette singularité aura une influence déterminante dans le développement des événements ultérieurs. L'importance symbolique et stratégique de la centrale de Tchernobyl dépassait ainsi largement son rôle purement énergétique. Dans le contexte de la guerre froide, la maîtrise de la technologie nucléaire représentait aussi une démonstration de puissance technologique et politique. Par conséquent, les autorités soviétiques s'efforcèrent de promouvoir ce type d'infrastructure comme un élément clé du progrès et de la modernité économique. Ce discours officiel
contribuait aussi à renforcer la confiance et la résilience des populations face aux risques potentiels liés à cette énergie. Par ailleurs, la centrale s'intégrait dans un réseau complexe de sites nucléaires plus vaste, comprenant des installations militaires et civiles, ce qui illustrait la dualité fréquente de l'utilisation de l'énergie atomique. La production d'électricité cohabitait avec des préoccupations stratégiques, ce qui impliquait une surveillance étroite, parfois accompagnée de secrets et de contrôles rigoureux. L'équilibre entre transparence nécessaire et exigence de sécurité nationale constituait un défi constant pour les gestionnaires de ces sites. Durant les premières années de son exploitation, la centrale de Tchernobyl connut plusieurs incidents techniques mineurs, fréquents dans toute industrie énergétique en développement. Ces événements furent généralement gérés selon les protocoles établis, sans qu'ils ne remettent en cause la sécurité générale de l'installation. Cependant, ces faits laissèrent entrevoir certaines failles dans la conception ou dans les pratiques organisatoires, soulignant la complexité de maîtriser intégralement un système nucléaire aussi ambitieux. En somme, la centrale de Tchernobyl s'inscrivait dans une logique industrielle et politique particulière, reflétant les ambitions et contraintes propres à l'Union soviétique de l'époque. Son implantation, sa technologie, ainsi que son rôle dans le réseau énergétique formaient un tout qui expliquait en partie les circonstances dans lesquelles des événements inattendus ont pu surgir. Cette lecture historique est essentielle pour appréhender de manière approfondie le contexte dans lequel le désastre s'est produit. Ces éléments introductifs établissent ainsi un cadre indispensable à la compréhension des chapitres suivants, où seront examinées les conditions précises de l'accident, son déroulement et ses conséquences. Cette approche progressive permet d'éviter les simplifications hâtives en offrant une vue d'ensemble nuancée, tout en conservant un rythme calme et réfléchi. Le récit gagne à s'installer dans une durée propice à la réflexion tranquille, préparant doucement à l'analyse plus détaillée qui suivra. Le déroulement de la catastrophe du 26 avril 1986. Le 26 avril 1986 marque une date tragique dans l'histoire de l'énergie nucléaire. Ce jour-là, dans la centrale de Tchernobyl située en Ukraine, un enchaînement d'événements techniques et humains mena à l'explosion du réacteur numéro 4. Cette narration cherche à exposer de manière exacte et calme les circonstances immédiates qui ont précédé cette catastrophe, sans dramatisation, afin d'en saisir précisément la progression. La centrale de Tchernobyl exploitait des réacteurs à eau bouillante du type RBMK. Conçus à l'époque soviétique, ces réacteurs avaient une conception particulière avec un mélange de graphite et d'eau ordinaire servant de modérateur de neutrons. Dès les premières heures du 26 avril, des tests de sécurité furent programmés sur le réacteur 4, destinés à évaluer la capacité de la turbine à produire de l'électricité en cas de perte de puissance externe. Ces essais, bien que planifiés, étaient complexes, impliquant la réduction progressive de puissance et des contrôles minutieux des systèmes. Durant la nuit précédant le jour fatidique, l'équipe d'opérateurs avait subi un important changement de personnel. Ces derniers ont engagé la réduction de la puissance du réacteur de manière plus rapide que ce que les protocoles recommandèrent. Cette accélération causa une diminution imprévue de la chaleur produite et une instabilité nucléaire. En même temps, certains systèmes de sécurité furent délibérément désactivés pour permettre aux tests de progresser sans interruption, ce qui affaiblit encore davantage la capacité de contrôle en cas d'anomalie. À mesure que le test se poursuivait, la puissance du réacteur tomba à un niveau très bas, créant ce que l'on appelle une situation de puissance résiduelle. Cette condition est caractérisée par une production d'énergie faible mais instable, qui peut rendre difficile le contrôle du réacteur. L'équipe d'opérateurs eut du mal à maintenir ce niveau, et ce manque de stabilité prépara indirectement un terrain propice à des événements inattendus. Au moment où la turbine fut arrêtée, conformément aux étapes du test, la pression hydraulique nécessaire pour faire fonctionner certains systèmes tomba également brutalement. Cela entraîna une chute immédiate du débit d'eau dans les canaux de refroidissement du réacteur. Sans un refroidissement adéquat, la température à l'intérieur du cœur du réacteur augmenta rapidement, provoquant une réaction en chaîne. Dans ce contexte de conditions instables, la réduction de puissance mena également à une accumulation anormale de vapeur dans certains circuits.
Ce phénomène modifia les propriétés physiques des matériaux à l'intérieur du réacteur, en particulier du graphite, utilisé comme modérateur. Sous l'effet de la surchauffe, le graphite prit feu et amplifia la dégradation progressive des structures internes. Les barres de contrôle, censées limiter l'activité nucléaire, furent insérées trop tardivement pour arrêter la montée en puissance. Puis, une série d'explosions mécaniques se déclencha en quelques secondes, relâchant brusquement la pression accumulée dans le cœur. Une explosion principale survint, détruisant la partie supérieure du bâtiment contenant le réacteur numéro 4. Ce souffle projeta dans l'atmosphère une grande quantité de matériaux radioactifs, annonçant la gravité de la situation. Les systèmes de confinement conçus pour éviter ce type d'événement ne purent jouer pleinement leur rôle, du fait du design de l'installation. Les premières heures après l'explosion furent marquées par une confusion importante sur la nature exacte de l'incident. Les responsables locaux ont initialement sous-évalué l'ampleur de l'accident, focalisés sur des signaux contradictoires transmis par les divers capteurs présents dans la centrale. Par ailleurs, les autorités centrales furent informées avec retard, ce qui retarda la mobilisation d'équipes spécialisées dans la gestion de situations nucléaires. Cette explosion engendra aussi une importante projection de débris incandescents et contaminés autour du site, contaminant de vastes zones environnantes. La radioactivité libérée, sous forme de particules et de gaz radioactifs, commença à se diffuser dans l'atmosphère, imposant des mesures d'évacuation pour les populations proches. Ce déplacement massif de population fut une étape nécessaire, bien que complexe, pour limiter les expositions sur le long terme. Les causes principales de la catastrophe sont désormais bien documentées. Elles mêlent à la fois des failles techniques inhérentes à la conception des réacteurs RBMK et des erreurs humaines dans la conduite des tests. La pression temporelle et la hiérarchie rigide du contexte soviétique ont également contribué à empêcher une réaction adéquate face à l'escalade des événements. Cette combinaison de facteurs aboutit à une tragédie sans précédent. Il est important de noter que cette catastrophe a aussi ravivé plusieurs mythes liés à l'énergie nucléaire, certains exagérant ces risques alors que d'autres minimisaient les dégâts. Cependant, l'analyse scientifique objective permet d'en tirer des enseignements fondamentaux sur la gestion des risques et l'importance de la transparence dans le domaine nucléaire. Les mesures prises depuis ont profondément modifié les protocoles et normes de sécurité. Ainsi, la séquence précise des événements du 26 avril 1986 illustre la complexité des interactions entre techniques, humains et environnement dans une centrale atomique. Cette compréhension détaillée s'avère nécessaire pour appréhender l'impact de Tchernobyl et les leçons qui ont été tirées pour l'avenir de la sûreté énergétique. La catastrophe reste un exemple majeur des dangers potentiels liés à la maîtrise incomplète des technologies avancées. À présent, cette histoire conduira à une analyse des conséquences immédiates sur les populations et les environnements, ainsi qu'aux premières actions mises en œuvre pour contenir la situation. Cette réflexion approfondira le regard sur la gestion de crises nucléaires, en illustrant les défis rencontrés dans les heures et les jours qui ont suivi l'explosion. Le récit se poursuivra donc avec l'étude des réactions des autorités, des équipes d'intervention et des habitants face à un accident sans précédent. Les réactions initiales des autorités et de la population locale. Les événements qui ont suivi immédiatement l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl sont emblématiques de la complexité et des défis propres à la gestion de crise d'une ampleur sans précédent. Dans les premières heures qui ont succédé à l'explosion, les autorités soviétiques ont adopté une approche mesurée, combinant retenue officielle et pragmatisme administratif, mais aussi manifestant des limites notables dans la communication et la prise de décision. Le contexte politique et social de l'époque, marqué par une certaine austérité et un contrôle rigoureux de l'information, a influencé la dynamique des réactions institutionnelles. Dès que la détonation dans le réacteur numéro 4 a eu lieu, les opérateurs sur place ont été confrontés à une situation inédite. Les protocoles standards se sont révélés insuffisants face à la gravité de l'événement. Les premiers rapports transmis aux autorités centrales faisaient état d'une explosion, mais la dimension réelle du désastre n'a pas été immédiatement comprise ni communiquée. Ce retard initial dans la reconnaissance de l'ampleur des dégâts a eu des répercussions directes sur la gestion des secours et la protection des populations avoisinantes. Le gouvernement a mis en place un comité spécial chargé d'évaluer la situation et d'orchestrer la réponse sanitaire et technique.
Cependant, les informations diffusées au public sont restées laconiques, principalement dans un souci de stabilité sociale et d'ordre public. Les premiers communiqués évoquaient un incident à la centrale, sans préciser la nature radioactive de l'accident. Cette stratégie de minimisation visait à éviter la panique, mais elle a également retardé l'évacuation des habitants des zones affectées par le nuage de radioactivité. Parallèlement, les équipes d'intervention, composées de pompiers, techniciens et militaires, ont été déployées pour maîtriser les foyers d'incendie et limiter la libération de matières radioactives. La plupart de ces intervenants n'étaient pas pleinement informés des risques réels encourus, ce qui a conduit à des expositions importantes. Les procédures de sécurité, souvent inadéquates, n'intégraient pas la dimension radioactive, ce qui a eu des conséquences tragiques sur la santé de ces premiers secours. Les habitants des villages situés à proximité de la centrale ont d'abord vécu dans l'ignorance ou la confusion. Les autorités locales ont relayé les directives gouvernementales sans une information claire et détaillée. Beaucoup ont cru à une perturbation passagère, continuant leurs activités quotidiennes malgré les signes évidents d'accidents graves. La conviction initiale que la situation demeurait sous contrôle a retardé la prise de conscience collective des dangers présents. Quelques jours après l'accident, des mesures d'évacuation ont été ordonnées, débutant avec les zones les plus proches, notamment la ville de Pripyat. Cette décision, bien que nécessaire, fut accueillie avec étonnement et inquiétude. Les habitants furent sommés de quitter leur domicile rapidement, souvent sans pouvoir emporter leurs biens personnels. Cette évacuation rapide et partiellement improvisée a laissé place à un sentiment de rupture brutale, contribuant à l'angoisse et à la désorientation des populations déplacées. La mise en place d'une exclusion large autour de la centrale a constitué une première réponse territoriale au problème. Un périmètre d'exclusion d'environ 30 km fut établi, interdisant l'accès et le retour des résidents. Cette zone, devenue tristement célèbre, symbolise encore aujourd'hui l'ampleur du désastre et les conséquences durables sur l'environnement et la vie humaine. La gestion administrative de cette zone a nécessité un effort considérable, mobilisant des ressources importantes dans un contexte déjà tendu. Sur le plan de la communication, les autorités ont maintenu une ligne prudente. Les rapports diffusés au niveau international ne reflétaient pas entièrement la gravité réelle de la situation, en partie motivée par des considérations géopolitiques et la volonté de préserver l'image du pays. Ce choix a engendré une méfiance croissante, alimentant les rumeurs et les interprétations erronées dans la population et au-delà des frontières soviétiques. La coordination entre les différents organismes impliqués, ministères, armées, services médicaux, a été mise à rude épreuve. Les tensions administratives et les difficultés opérationnelles se sont accumulées dans un contexte où chaque minute comptait pour limiter les dégâts. La planification préalable à un incident de cette nature était insuffisante, révélant des lacunes dans la préparation aux catastrophes majeures. Cela a contribué à la complexité de la gestion en temps réel. En parallèle, les spécialistes du nucléaire et les scientifiques ont travaillé à l'évaluation des risques et à la conception des contre-mesures. La construction du sarcophage, visant à contenir la radioactivité, a rapidement été identifiée comme une priorité technique et symbolique. Cette entreprise, tout en restant encore inachevée selon certains experts, marque un tournant dans la prise en compte des conséquences environnementales et sanitaires à long terme. Les habitants évacués, quant à eux, ont dû affronter la perte brutale de leur cadre de vie et des repères sociaux. La relocalisation dans d'autres régions de l'Union soviétique s'est effectuée dans des conditions variables, avec des impacts sur la cohésion familiale et communautaire. Les autorités ont tenté d'apporter un soutien matériel et psychologique, mais les ressources disponibles étaient limitées face à l'ampleur du traumatisme. L'expérience de Tchernobyl a par la suite influencé les politiques de gestion des risques nucléaires à l'échelle internationale. Elle a mis en lumière la nécessité d'une transparence accrue, d'une communication efficace et d'une préparation rigoureuse aux crises majeures. L'accident a également suscité des débats sur la sûreté nucléaire et le rôle des autorités dans la protection des populations. En résumé, les réactions initiales autour de la catastrophe de Tchernobyl illustrent un équilibre délicat entre gestion administrative, communication contrôlée et protection des populations. L'étude de ce moment critique offre des enseignements précieux sur les dynamiques institutionnelles face à une crise imprévue et les conséquences par court et moyen terme des décisions prises sous la pression du temps.
et de l'incertitude. Cette période inaugurale de la catastrophe établit le cadre dans lequel les suites humanitaires et techniques ont été développées. Alors que cette analyse s'achève, il devient possible de se pencher sur les répercussions sanitaires et environnementales plus détaillées qui ont suivi, dévoilant les effets à long terme de l'accident. La complexité de ces conséquences exige une compréhension approfondie des interactions entre les décisions initiales et leurs impacts durables. La suite de cette étude permettra d'explorer ces dimensions essentielles, les mesures d'évacuation et l'impact sur les populations déplacées. Les opérations d'évacuation après l'accident de Tchernobyl représentent un volet crucial dans la gestion de la catastrophe nucléaire la plus majeure du XXe siècle. Dès l'instant où la gravité de l'événement fut reconnue, les autorités soviétiques durent organiser un déplacement massif des populations de la zone contaminée, un territoire s'étendant sur plusieurs centaines de kilomètres carrés. L'évacuation concernait en premier lieu la ville de Pripyat, construite pour les travailleurs de la centrale, où vivaient environ 50 000 personnes. Cette opération, malgré son urgence, devait s'appuyer sur une logistique complexe dans un contexte d'incompréhension totale des risques radioactifs à ce moment crucial. La première étape des mesures fut l'annonce officielle de l'évacuation, qui intervint environ 36 heures après l'explosion du réacteur. Cette décision, prise sous la pression des autorités centrales, fut communiquée aux habitants avec une consigne surprenante. Ils devaient emporter leurs effets personnels pour un court séjour, laissant les maisons et les biens matériels presque intacts. De nombreuses personnes revinrent donc chez elles après quelques jours, sans être pleinement informées de la nature persistante de la contamination. Cette méconnaissance exposa une grande partie des populations à des niveaux de radiation dommageables, dont les effets ne se manifestèrent que progressivement. Les moyens de transport mobilisés pour l'évacuation comprenaient des trains, des bus et des véhicules spéciaux adaptés à l'urgence. Les autorités soviétiques mirent en place un système de transport coordonné pour déplacer les centaines de milliers d'habitants des zones rouges vers des villes relais situées à plusieurs centaines de kilomètres. Ces centres d'accueil improvisés devaient assurer un hébergement temporaire, une assistance médicale et une prise en charge administrative. Toutefois, la violence du déplacement, conjuguée à un sentiment de dépossession, engendra un traumatisme collectif profond, difficilement mesurable à court terme. L'impact humain de ces évacuations fut multiple et durable. Sur le plan psychologique, la délocalisation brutale provoqua un sentiment d'insécurité exacerbé chez les familles évacuées. La perte de leur habitat, l'éloignement des racines culturelles et la séparation des communautés affectèrent la cohésion sociale, que ce soit à Pripyat ou dans les villages périphériques. Nombre de déplacés manifestèrent des troubles de stress post-traumatiques, phénomène observé dans diverses études menées au fil des décennies suivantes. La peur d'une contamination invisible engendra des comportements d'isolement et de méfiance envers les institutions. Sur le plan sanitaire, les conséquences immédiates de l'évacuation furent mitigées. D'un côté, le départ rapide permit de réduire l'exposition chronique aux radiations parmi la population civile la plus vulnérable. D'un autre côté, les conditions précaires de l'hébergement temporaire, souvent dans des environnements insalubres ou inadéquats, aggravèrent la santé des individus déjà affaiblis par le stress. L'administration des soins se heurta à des ressources limitées, tandis que la reconnaissance officielle des maladies liées à la radioactivité tardait à se formaliser. Certains groupes, tels que les enfants et les femmes enceintes, subirent des conséquences plus lourdes, dont plusieurs ont été documentées dans des rapports internationaux. La gestion administrative des populations déplacées fut également caractérisée par une opacité certaine. Le manque de transparence dans la communication officielle alimenta des rumeurs et une confusion générale. Les listes des personnes évacuées furent souvent incomplètes ou incohérentes, compliquant la localisation des familles et le suivi des dossiers. Cette opacité provoqua, à long terme, des revendications liées à la reconnaissance des droits des victimes, entre indemnisation, accès aux soins et réhabilitation sociale. L'organisation prudente mais rigide de l'État soviétique contribua à renforcer cette impression d'abandon. Les zones contaminées elles-mêmes furent classifiées selon des critères de dangerosité qui influencèrent directement le déroulement des évacuations. Le périmètre d'exclusion s'étendit progressivement à mesure que les analyses radiologiques affinaient les seuils acceptables. De nombreuses communautés rurales furent contraintes à un déplacement sans retour possible.
leur mode de vie traditionnel étant anéanti par la contamination des terres et des ressources naturelles. Ce phénomène entraîna une véritable désertification humaine, avec des conséquences culturelles irréversibles dans la mémoire collective. La complexité de la situation géographique imposa des modifications successives au plan d'évacuation. Les infrastructures routières limitées compliquèrent l'accès rapide aux localités concernées, d'où la nécessité de recourir à des itinéraires alternatifs souvent longs. Les intempéries du printemps et de l'automne 2686 permirent à la radioactivité de se propager par voie atmosphérique, impliquant une surveillance constante des nouvelles zones à évacuer. Ces contraintes évolutives rendirent la planification de l'évacuation aussi mouvante que délicate. En parallèle, la nature des contaminations obligea à différencier les populations selon leur degré d'exposition. Des catégories furent définies en fonction de la distance à l'épicentre de l'explosion, ainsi que des indices de doses radioactives reçus. Cette sélection influença les conditions de vie des déplacés, certains bénéficiant de meilleures aides que d'autres. Cette stratification sociale, liée aux conséquences sanitaires, souligna une certaine forme d'injustice vécue par les populations affectées, accentuant le ressentiment envers l'administration. L'évacuation des enfants prit une dimension particulière. De nombreuses écoles furent fermées et l'accueil éducatif dans les zones d'accueil repensé pour garantir la sécurité sanitaire. L'angoisse ressentie chez les plus jeunes engendra des difficultés d'adaptation plusieurs semaines après le déplacement. Dans certains cas, des familles furent séparées temporairement en raison des impératifs médicaux ou logistiques, intensifiant encore davantage le stress des enfants et des parents. Au fil des semaines qui suivirent, des recherches médicales furent initiées afin d'évaluer les effets sanitaires à moyen et long terme. Ces programmes témoignèrent d'une augmentation significative des pathologies liées aux radiations, comme la leucémie et certains cancers thyroïdiens. Des études internationales mirent en évidence la spécificité du cas tchernobylien, notamment la corrélation entre l'évacuation tardive et l'aggravation des maladies. Les autorités ajustèrent progressivement leur stratégie de protection, mais restèrent limitées par les contraintes techniques et administratives. Les expériences vécues par les populations déplacées révèlent une longue histoire entre mémoire et oubli. Les archives soviétiques révélées après la disparition de l'URSS offrent aujourd'hui une lecture plus précise des enjeux humains. La reconstruction sociale des individus évacués demeure cependant un défi permanent, dans des sociétés souvent divisées sur la reconnaissance réelle des conséquences de la catastrophe. Ce poids historique continue à influencer les débats contemporains sur la sûreté nucléaire et la gestion des crises. L'exode humain provoqué par la contamination nucléaire produisit aussi des effets économiques importants. Les villes relais durent absorber un grand nombre de nouveaux habitants dans un contexte de pénurie globale. Cet afflux engendra des tensions sur les infrastructures sociales et sanitaires, exacerbant les conditions de vie déjà fragiles en période de transformation politique et économique. Le redéploiement des populations fut au centre d'une politique publique d'ajustement, tentant de concilier sécurité sanitaire et résilience sociale. La dimension psychologique des évacuations fut analysée plus en détail par des spécialistes en santé mentale. Ils soulignèrent la particularité d'un traumatisme collectif induit par des facteurs invisibles tels que la contamination radiologique. La peur du futur imprévisible, l'absence de contrôle sur leur destin, ainsi que la stigmatisation sociale, participèrent à une crise identitaire chez les déplacés. Cette situation s'inscrit dans une perspective plus large des désastres technologiques qui marquent mal l'histoire humaine. Un autre aspect remarquable de l'évacuation concerne l'impact sur les populations indigènes et agricoles. Ces groupes historiquement attachés à leurs terres subirent une double perte, celle de l'espace vital et celle des moyens de subsistance. La privation de leurs moyens d'existence traditionnels conduisit à une dépendance accrue vis-à-vis des aides publiques, aggravant le sentiment de marginalisation. Cette perte de souveraineté alimentaire est un sujet d'étude relevant des sciences humaines autant que de la radioprotection. Les mesures de contrôle sanitaire post-évacuation comprenaient des bilans réguliers, des campagnes de dépistage et des programmes de surveillance épidémiologique. Ces actions avaient pour objectif de détecter précocement les maladies liées à la contamination et d'offrir une prise en charge adaptée. Cependant, ces dispositifs ne purent atteindre toutes les populations concernées, notamment en raison des déplacements internes successifs et du manque de coordination internationale. L'insuffisance du suivi médical
reste une des zones d'ombre de la gestion post-accidentelle. En définitive, la gestion des mesures d'évacuation illustre la complexité d'une intervention d'urgence face à un risque technologique inédit. La nécessité d'agir rapidement s'est heurtée aux limites des connaissances scientifiques et aux capacités administratives de l'époque. Cette expérience unique offre aujourd'hui un enseignement précieux sur les stratégies à adopter en cas de crise nucléaire, notamment en termes de communication, d'organisation logistique et d'accompagnement social. Ces leçons contribuent à améliorer la préparation et la résilience face à des situations similaires. Enfin, l'évocation des populations déplacées ne peut s'exonérer d'une réflexion sur les valeurs humaines et sociales mises à l'épreuve. L'abandon progressif des terres natales, la douleur face à l'incertitude sanitaire et la réinvention quotidienne de la vie dans l'exil soulignent une dimension universelle des catastrophes majeures. Le parcours de ces hommes et femmes rappelle combien la gestion des crises suppose un équilibre subtil entre science, politique et compassion. Cette prise de conscience ouvre la voie à un regard renouvelé sur les conséquences humaines des désastres, préparant ainsi la transition vers une analyse plus précise des effets environnementaux et matériels. La diffusion des radiations et son effet sur l'environnement immédiat. La contamination radioactive résultant de l'accident de Tchernobyl en 1986 a provoqué des modifications durables dans l'environnement proche de la centrale. Les particules radioactives libérées ont migré dans les forêts, les sols et les cours d'eau, entraînant ainsi une série de conséquences complexes que l'on continue d'étudier aujourd'hui. Cette dispersion a affecté plusieurs compartiments écologiques, avec des variations selon la nature du terrain, la végétation et les conditions climatiques. Dans les forêts alentours, la contamination s'est traduite par un dépôt important de radionucléides sur la biomasse, les feuilles et le sol. Les éléments radioactifs, tels que le césium-140 et le strontium-90, ont été absorbés par les racines des arbres, influençant ainsi leur croissance et leur composition biochimique. Cette absorption a modifié la dynamique des nutriments, provoquant une altération subtile du fonctionnement des écosystèmes forestiers. Le sol a servi à la fois de réservoir et de filtre pour la contamination. La profondeur d'infiltration des radionucléides a été déterminée par la texture et la composition minérale du sol, ainsi que par la teneur en matière organique. Les sols argileux et riches en humus ont retenu davantage ces substances, limitant leur migration vers les nappes phréatiques, tandis que les sols sableux ont favorisé une dispersion plus rapide. Les processus biologiques du sol, comme la biodégradation et la minéralisation, ont également influencé la biodisponibilité des contaminants pour les organismes vivants. Les cours d'eau et les milieux aquatiques ont été affectés par le ruissellement des eaux contaminées et le lessivage des sols. La contamination des rivières et des lacs s'est traduite par une présence de radionucléides dans les sédiments, mais aussi dans la colonne d'eau, ce qui a modifié la chaîne trophique aquatique. Certains isotopes ont été bioaccumulés par le plancton, puis transmis aux poissons, impactant ainsi la faune aquatique à divers niveaux. Cette contamination a nécessité un suivi rigoureux des concentrations pour évaluer les risques sanitaires. La faune locale a subi des impacts variés selon les espèces et leur habitat. Les herbivores, consommant la végétation contaminée, ont accumulé des radionucléides dans leurs tissus, ce qui a influencé leur santé et leur reproduction à long terme. Les carnivores, par effet de biomagnification, ont concentré ces substances radioactives à des niveaux plus élevés, ce qui a suscité l'attention des chercheurs sur les effets chroniques et les perturbations possibles des populations animales. Ces phénomènes ont été documentés à travers diverses études épidémiologiques et écotoxicologiques. Des recherches ont montré que certaines espèces ont manifesté des adaptations ou des réponses biologiques spécifiques à l'exposition chronique aux radiations. Ces ajustements incluent des modifications génétiques, une augmentation des mécanismes de réparation de l'ADN, ainsi que des changements dans les cycles de vie. Ces observations enrichissent la compréhension des interactions entre la radioactivité environnementale et la biodiversité, ouvrant des perspectives sur la résilience des écosystèmes en milieu contaminé. Le suivi à long terme des zones impactées a permis d'identifier des zones de contamination hétérogènes, avec des poches où les concentrations restent élevées malgré les décennies écoulées. Cette persistance est liée à la stabilité chimique de certains radionucléides, qui ont des demi-vies pouvant atteindre plusieurs décennies, voire des siècles.
Le suivi environnemental continue d'informer les mesures de gestion, la restauration des sols et la protection des populations humaines vivant aux alentours. Par ailleurs, la contamination a également eu des répercussions sur les activités humaines liées à l'exploitation des ressources naturelles. La cueillette de champignons et de baies, le pâturage du bétail et la pêche dans les zones contaminées ont été restreints en raison des risques sanitaires associés à l'ingestion de produits contaminés. La gestion de ces activités a impliqué la mise en place de seuils réglementaires et de programmes d'information afin de protéger la santé publique tout en tenant compte des pratiques culturelles traditionnelles. L'étude des processus de décontamination naturelle met en lumière la capacité des milieux à se régénérer lentement. La dégradation radioactive progressive et la dilution des radionucléides dans l'environnement contribuent à la diminution des concentrations. Toutefois, ces processus s'accompagnent souvent de transformations chimiques complexes, avec la formation de composés moins mobiles ou plus facilement assimilables par les organismes. Cette dynamique souligne l'importance d'une approche intégrée dans l'évaluation des impacts à long terme. En conclusion, la diffusion des radiations après l'accident de Tchernobyl a engendré une série d'effets mesurables sur les écosystèmes locaux. L'étude rigoureuse et continue de ces effets permet de mieux comprendre les interactions entre contamination radioactive et milieux naturels, ainsi que d'adapter les stratégies de gestion des zones affectées. Le temps et la science travaillent ensemble pour éclairer ces phénomènes complexes, offrant ainsi des enseignements importants pour la protection de l'environnement face aux défis nucléaires contemporains. Dans la prochaine partie, nous aborderons plus en détail les mécanismes biologiques d'adaptation et les réponses des organismes vivants à l'exposition prolongée aux radiations, poursuivant ainsi notre exploration calme et méthodique de cette page singulière de l'histoire environnementale. Les conséquences sanitaires à court et moyen terme. Le rapport sur ces premiers cas révèle un total d'environ 160 personnes hospitalisées dans les semaines suivant l'accident et souffrant de ce syndrome. Ce nombre comprend principalement les intervenants présents dans les heures critiques, exposés à des niveaux de rayonnement parfois plusieurs centaines de fois supérieurs aux normes habituelles. Les impacts de cette irradiation sont bien documentés. Destruction des cellules sanguines, affaiblissement du système immunitaire et lésions cutanées. Le suivi médical de ces sujets a permis de mieux comprendre les effets biologiques immédiats de telles doses de radiation. Toutefois, il convient de noter que la majorité de la population exposée à des doses plus faibles n'a pas manifesté en retour de symptômes similaires dans l'immédiat. Au-delà de ce groupe initial, les effets sanitaires à moyen terme ont commencé à apparaître dans les années qui ont suivi l'accident, notamment sous la forme de pathologies thyroïdiennes. L'iode radioactif libéré lors de l'explosion s'est concentré dans la glande thyroïde, particulièrement chez les enfants et les adolescents. Des études épidémiologiques ont révélé une augmentation significative des cas de cancer de la thyroïde dans les populations vivant sur les territoires contaminés. Bien que ces cancers soient souvent facilement traitables lorsqu'ils sont détectés rapidement, leur occurrence a généré une inquiétude notable parmi les professionnels de santé. Par ailleurs, un certain nombre d'autres maladies thyroïdiennes, telles que la thyroïdite et l'hypothyroïdie, ont été recensées avec une fréquence supérieure à celle observée avant l'accident. L'analyse statistique portant sur la période de 1986 à 1990 témoigne d'un accroissement des pathologies liées à la radiation. Mais elle souligne également la complexité à isoler les effets directs de Tchernobyl des autres facteurs environnementaux et sociaux. La région affectée, volontairement évacuée, a vu ses conditions de vie évoluer rapidement, ce qui a influencé la santé globale des populations. Des troubles psychosomatiques ainsi que des réactions de stress ont contribué à certains symptômes physiques rapportés. Il est essentiel de distinguer les effets biologiques mesurables de ceux liés à l'anxiété et à l'incertitude, car ils exigent des approches différentes en matière de prise en charge. Par ailleurs, d'autres affections émergent avec un délai plus long, y compris des anomalies hématologiques et des modifications immunitaires. Le suivi médical de plusieurs cohortes exposées a mis en lumière une certaine augmentation des cas de leucémie et de certains cancers solides, bien que les résultats varient selon les groupes étudiés. Cette variabilité souligne les limites des données disponibles et la nécessité de recherche continue pour affiner la compréhension des liens causaux. En dépit de ces incertitudes, les organismes internationaux, tels que l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'Organisation mondiale de la santé,
ont établi des protocoles de surveillance afin d'évaluer à long terme l'état de santé des populations concernées. Les intoxications radioactives sévères ont également eu un impact important sur la mortalité immédiate. Environ 31 décès ont été officiellement attribués aux suites directes de l'irradiation aiguë et aux lésions résultant de l'accident, principalement parmi les premiers intervenants sur le site et certains employés de la centrale. Les procédures d'évacuation d'urgence et les soins prodigués ont permis d'éviter une mortalité plus élevée, mais les séquelles physiques observées chez des survivants révèlent la gravité des lésions subies. Divers cancers et maladies chroniques sont apparus dans les décennies suivantes, compliquant le tableau clinique et renforçant la nécessité d'un suivi prolongé. En parallèle, les risques sanitaires liés à la contamination radioactive par ingestion de denrées alimentaires ou d'eau contaminée ont été une source de préoccupation. Dès les jours suivants l'accident, plusieurs mesures ont été mises en place pour limiter la consommation des produits agricoles issus des zones contaminées. Des contrôles stricts sur les aliments et les eaux ont permis de réduire l'exposition aux radionucléides via la chaîne alimentaire. Néanmoins, dans certaines régions isolées, les populations ont continué à consommer des aliments contaminés, souvent à cause du manque d'alternatives. Cela a contribué à une exposition chronique, moins élevée mais prolongée, dont les effets restent difficiles à quantifier précisément. Il est important de connaître aussi que la perception des risques sanitaires a profondément marqué les mentalités dans les territoires touchés. Le sentiment d'insécurité et la stigmatisation sociale ont engendré des conséquences psychosociales durables, parfois plus visibles que les effets biologiques directs. Les enquêtes réalisées auprès des habitants montrent une augmentation des cas d'anxiété, de dépression et de troubles du sommeil, affectant la qualité de vie. Ces symptômes, bien que non spécifiques, contribuent à une dégradation globale de la santé et requièrent une approche multidisciplinaire pour leur gestion. Les recherches entreprises au fil du temps ont permis d'élargir la connaissance des maladies liées à la radioexposition, notamment à travers les travaux sur les liquidateurs et les résidents évacués puis réinstallés ailleurs. Ces études longitudinales fournissent des données essentielles pour établir des stratégies de prévention et proposer des traitements adaptés. Elles montrent également que les effets sanitaires varient fortement selon la dose reçue, la durée d'exposition et l'âge au moment de l'accident. Par exemple, les enfants semblent plus sensibles aux effets carcinogènes, en particulier pour le cancer thyroïdien, tandis que chez les adultes, la relation est moins claire et sujette à débat. Une autre dimension importante réside dans les inégalités d'accès aux soins dans les zones affectées. Le dysfonctionnement des infrastructures médicales, combiné au déplacement massif des populations, a compromis le suivi et la prise en charge des maladies post-Tchernobyl. Cette situation a eu un impact sur les délais de diagnostic et la qualité des traitements, exacerbant les conséquences à moyen terme sur la santé. Les efforts internationaux pour améliorer les systèmes de santé locaux ont visé à réduire ces disparités, avec des résultats variables selon les régions. Ainsi, la santé post-accident ne dépend pas uniquement des facteurs biologiques, mais aussi des conditions socio-économiques et organisationnelles. Enfin, il convient de rappeler que les connaissances sur les effets sanitaires de Tchernobyl sont encore en évolution. L'incident a servi de base à de nombreuses recherches en radiobiologie et en épidémiologie, enrichissant la compréhension des risques liés aux expositions nucléaires. Les enseignements tirés ont conduit à renforcer la réglementation internationale relative à la sécurité nucléaire et à la protection radiologique des populations. Malgré tout, le débat scientifique sur l'ampleur exacte des conséquences sanitaires demeure ouvert, nourri par des données parfois contradictoires et par des limites méthodologiques inhérentes à ce type d'accident. Cette analyse des conséquences sanitaires à court et moyen terme prépare à une réflexion plus approfondie sur les effets à long terme et les défis persistants posés par la gestion des suites de la catastrophe de Tchernobyl. Une exploration qui invite à considérer non seulement les impacts médicaux, mais également ceux de nature environnementale et sociale. La gestion internationale de la catastrophe et son impact sur la sécurité nucléaire mondiale. L'accident de Tchernobyl, survenu en 1986, a constitué un tournant majeur dans l'histoire de la sécurité nucléaire. Dès les premières heures qui ont suivi la catastrophe, la nécessité d'une coordination internationale s'est imposée, tant pour l'évaluation des risques que pour la protection des populations et de l'environnement. À cette époque, les systèmes d'échange d'informations entre les différents pays exposés à un risque nucléaire étaient encore embryonnaires.
Les organisations internationales ont rapidement pris conscience du rôle central qu'elles devaient jouer dans la gestion de cette situation sans précédent. L'Agence internationale de l'énergie atomique a été au cœur de cette dynamique, facilitant la circulation des données et proposant une plateforme de dialogue entre les États. Cette collaboration a nécessité la mise en place de standards communs en matière de surveillance radiologique et de communication des risques afin d'uniformiser les réponses et d'éviter la désinformation. La catastrophe a mis en évidence des lacunes importantes dans la réglementation nucléaire existante. Certains protocoles, jusqu'alors jugés suffisants, se sont révélés inadéquats pour prévenir ou limiter les conséquences d'un accident majeur. Par conséquent, un vaste chantier de révision des normes internationales a été entrepris, visant à renforcer la sécurité des installations et à améliorer les capacités d'intervention d'urgence. Cette révision a concerné aussi bien les aspects techniques que les procédures de gouvernance. Parmi les enseignements tirés, l'importance d'une transparence accrue s'est affirmée. La diffusion rapide et précise des informations a été identifiée comme un facteur clé pour limiter la panique et améliorer l'efficacité des mesures de protection. Cette prise de conscience a conduit à une évolution progressive des mentalités au sein des institutions nucléaires, en direction d'une responsabilité partagée et d'une approche plus ouverte envers le public. L'échange international de bonnes pratiques s'est également intensifié, avec des visites de sites, des sessions de formation et des exercices conjoints destinés à renforcer la coopération. Ces initiatives ont permis de diffuser les connaissances acquises à Tchernobyl vers d'autres pays exploitant des centrales nucléaires, contribuant ainsi à prévenir la répétition d'accidents similaires. Elles ont aussi permis une meilleure préparation des équipes d'intervention en cas d'incident majeur. Le cadre juridique international s'est adapté pour intégrer ces nouvelles exigences. Des conventions spécifiques ont vu le jour, notamment en matière d'alerte rapide et de responsabilité en cas d'accident nucléaire transfrontalier. Ces instruments légaux ont favorisé une solidarité accrue entre États, ainsi qu'une meilleure protection des populations à l'échelle planétaire. Ils illustrent l'évolution vers un système normatif plus rigoureux et coordonné dans le domaine de la sûreté nucléaire. L'impact de la catastrophe sur les mentalités politiques a également été significatif. De nombreux gouvernements ont réévalué leur politique énergétique, prenant en compte les risques associés à l'utilisation de l'énergie atomique. Certaines nations ont renforcé leur contrôle réglementaire, tandis que d'autres ont accéléré le développement d'alternatives énergétiques. Le débat sur l'équilibre entre bénéfices et dangers de l'atome s'est ainsi inscrit durablement dans les sphères décisionnelles. Par ailleurs, la prise en compte des facteurs humains dans la gestion des risques a été largement approfondie. L'accident a révélé que des erreurs humaines et des insuffisances organisationnelles pouvaient aggraver considérablement les conséquences d'un incident technique. De ce fait, les programmes de formation et de sensibilisation ont connu un essor significatif, mettant l'accent sur la culture de la sécurité au sein des entreprises du nucléaire et des autorités compétentes. Il est important de souligner que la catastrophe de Tchernobyl a aussi suscité un intérêt renouvelé pour les recherches sur les effets à long terme des rayonnements ionisants. La collaboration internationale en sciences que de la radioprotection s'est intensifiée, donnant lieu à de nombreux programmes d'études épidémiologiques et environnementales. Ces recherches ont contribué à une meilleure compréhension des mécanismes de contamination et des mesures efficaces pour limiter les impacts sanitaires. Depuis cet événement, l'installation d'un système mondial d'alerte et de gestion des crises nucléaires s'est développée, reposant sur un réseau d'institutions spécialisées et d'agences gouvernementales coordonnées. Ce système permet une réaction rapide en cas de dépassement des seuils de radiation, ainsi qu'une assistance technique et humanitaire organisée entre États. Il représente une avancée essentielle dans la prévention des catastrophes nucléaires multilatérales. Les flux d'informations se sont ainsi considérablement améliorés, grâce à la mise en place de bases de données partagées, de procédures d'échange en temps réel et de plateformes virtuelles de communication. Cette modernisation a permis une meilleure anticipation des risques et une optimisation des interventions, tout en renforçant la confiance entre partenaires internationaux. Ce progrès a été un facteur déterminant dans la construction d'une véritable communauté nucléaire mondiale. Enfin, la gestion post-accident a impliqué une coopération continue pour la décontamination des zones affectées, la surveillance environnementale et la réhabilitation des territoires. Les expériences acquises lors de la gestion de Tchernobyl
ont servi de référence pour d'autres crises actuelles ou potentielles, influençant aussi les politiques de gestion des déchets radioactifs et des déchets nucléaires. Cette continuité souligne la dimension évolutive et adaptative des pratiques internationales. Cette approche pragmatique, fondée sur l'échange, l'apprentissage mutuel et la responsabilité partagée, demeure un pilier central de la sécurité nucléaire contemporaine. En tirant des leçons de l'accident, la communauté internationale a posé des bases solides pour mieux prévenir, détecter et gérer les risques associés à l'énergie atomique. La vigilance reste néanmoins indispensable face aux défis technologiques et géopolitiques futurs. La transition vers la suite invite à explorer plus en détail les impacts sociaux et environnementaux directs de la catastrophe, afin de comprendre comment ces dimensions ont influencé les réponses institutionnelles et le vécu des populations. Concernés, mythes et réalités autour de l'accident de Tchernobyl. Les événements entourant l'accident de Tchernobyl, survenu au printemps de 1986, ont donné lieu à une multitude d'interprétations et de récits divergents. Il est important d'examiner ces idées reçues, souvent répétées, pour mieux comprendre la réalité et distinguer les faits des légendes. Cette réflexion critique permet d'appréhender la portée exacte de cet accident nucléaire en mettant en lumière aussi bien les erreurs humaines que les phénomènes souvent mal compris. Tout d'abord, l'un des mythes les plus persistants concerne la nature même de l'explosion. Beaucoup imaginent un véritable bang atomique comparable à celui d'une bombe nucléaire. En réalité, il s'agissait d'une explosion chimique provoquée par une accumulation excessive de vapeur dans le réacteur numéro 4. Cette distinction est trop cruciale. La réaction en chaîne nucléaire n'a pas atteint un stade de criticité explosive. Dès lors, la dissémination des substances radioactives a résulté principalement de la combustion et de l'effondrement structurel. Le second point, souvent mal interprété, concerne la zone d'exclusion. Popularisée comme une étendue désertique, inhabitée et abandonnée, cette zone a évolué depuis. Alors que les premières années ont été marquées par une évacuation totale permanente, des recherches récentes montrent une reconquête progressive par la nature. Des espèces animales, jusque-là rares ou absentes, y prospèrent aujourd'hui. Bien que la question des effets à long terme sur la biodiversité reste un sujet d'étude approfondi. Une croyance étendue se rapporte également au nombre exact de victimes humaines. Les chiffres officiels ont souvent varié, alimentant la confusion et parfois l'exagération. Les rapports des agences internationales, notamment de l'Agence internationale de l'énergie atomique et de l'Organisation mondiale de la santé, font état d'un millier environ de décès imputables directement à l'accident, incluant les travailleurs de Sorske. Première ligne et les cas diagnostiqués de cancer liés à l'exposition. Cependant, certaines sources évoquent des chiffres bien plus élevés, sans preuves scientifiques robustes. Il convient aussi de considérer les effets à long terme sur la santé générale des populations exposées. Les suites médicales ont été suivies pendant plusieurs décennies, mettant en évidence notamment une augmentation notable des cas de cancer de la thyroïde chez les enfants exposés à la radioactivité. Cela résulte de l'ingestion d'iode radioactif, un isotope particulièrement dangereux accumulé dans la glande thyroïde. Cette observation fut essentielle pour réviser les protocoles de prévention en cas d'accident nucléaire. Par ailleurs, de nombreuses rumeurs traitent de mutations génétiques et de malformations congénitales attribuées à la contamination. Or, les études scientifiques sérieuses n'ont pas confirmé de hausse significative des anomalies génétiques au-delà des fluctuations naturelles. Il est cependant reconnu que le stress psychologique et socio-économique lié à l'évacuation forcée et aux conséquences économiques a joué un rôle important dans la santé globale des populations déplacées. La gestion de la catastrophe elle-même mérite une analyse nuancée. Les autorités soviétiques ont d'abord minimisé publiquement la gravité de l'accident, retardant la diffusion d'informations précises. Ceci a contribué à l'amplification des conséquences sanitaires, puisque certaines mesures de protection, comme la distribution d'iode stable, ont été mises en œuvre tardivement. Malgré cela, l'intervention des équipes de secours et des liquidateurs a été rapide et exemplaire dans des conditions extrêmement dangereuses, ce qui a permis de limiter l'ampleur de la contamination. Les représentations médiatiques ont également largement contribué à forger l'image populaire de Tchernobyl. Des documentaires, des fictions et des témoignages, parfois sensationnalistes,
ont souligné des aspects dramatiques et spectaculaires, amplifiant certaines perceptions erronées. Il est utile de replacer ces récits dans leur contexte, en y ajoutant la rigueur scientifique et la modération nécessaire pour éviter la désinformation qui pourrait obscurcir la compréhension. Enfin, l'accident de Tchernobyl est souvent évoqué dans un cadre symbolique illustrant les risques liés à la technologie nucléaire. Cette dimension culturelle s'inscrit dans une histoire plus vaste, marquée par des débats sur l'énergie, la sécurité et la responsabilité. Comprendre les vérités établies, au-delà des mythes, favorise une évaluation plus juste de ces questions complexes, nourrissant le dialogue sur les choix énergétiques. Cette analyse des idées reçues autour de l'accident compose une étape essentielle pour appréhender la réalité souvent contrastée de ce drama nucléaire. Aborder les faits scientifiques, éviter les exagérations ou les mystifications contribue à une compréhension lucide et sereine, la mieux adaptée à saisir la portée historique et humaine de l'événement. La connaissance détaillée de ce passé éclaire aussi les enjeux actuels de la gestion des risques technologiques. Dans la continuité de cette réflexion, il est pertinent de considérer les avancées techniques et les mesures prises depuis pour assurer la sécurité des installations nucléaires. L'étude des leçons tirées de Tchernobyl offre ainsi une perspective d'évolution et une mise en perspective indispensable pour mieux appréhender les défis présents et futurs liés à l'énergie atomique. La zone d'exclusion et la vie après l'accident. La zone d'exclusion entourant la centrale nucléaire de Tchernobyl a été instaurée dans les heures qui ont suivi l'accident survenu au printemps de 1986. Cette superficie a d'abord été définie pour limiter les risques immédiats d'exposition aux radiations, avec une distance initiale de 30 km autour du réacteur endommagé. Les autorités soviétiques ont rapidement établi un périmètre de sécurité strict visant à évacuer toute la population résidant dans cette zone, ce qui a conduit au déplacement de dizaines de milliers de personnes. Les mesures d'urgence comprenaient également la surveillance constante des niveaux de radiation et la mise en place d'une série de restrictions d'accès afin d'éviter toute contamination supplémentaire. Au fil des années, la zone d'exclusion a évolué, tant dans ses limites que dans son fonctionnement. Si au départ sa gestion relevait principalement de la sécurité civile et nucléaire, elle est devenue au fil du temps un territoire quasi abandonné par l'homme, mais sans pour autant être totalement vierge. Le sol, la végétation et la faune ont connu des transformations significatives. Certaines espèces animales et végétales s'étant adaptées ou réintroduites naturellement, profitant de l'absence quasi totale d'activités humaines. Les scientifiques ont observé que certains animaux sauvages, tels que les loups, cerfs, sangliers ou encore oiseaux de proie, ont trouvé dans la zone un environnement où les pressions habituelles de l'espace rural ont disparu. Cette lente réoccupation écologique soulève des questions complexes sur les effets à long terme de la contamination radioactive. Une partie des experts estime que la diminution progressive de la radioactivité, combinée à la résilience des écosystèmes, permet un retour partiel de la vie sauvage. Toutefois, les radiations persistantes dans le sol et la végétation continuent d'imposer des limites aux espèces présentes. L'impact biologique, comme l'influence sur la reproduction ou la santé des animaux, reste un sujet d'étude approfondi. Malgré ces incertitudes, il est notable que la zone d'exclusion fait l'objet d'un intérêt croissant en tant que réserve naturelle involontaire, preuve d'une cohabitation étrange et paradoxale entre contamination et renaissance. Sur le plan humain, la zone reste strictement contrôlée et interdite d'habitation permanente. L'accès est réglementé et limité à des scientifiques, agents de sécurité et parfois à des visiteurs autorisés sous surveillance. Les rares personnes vivant dans ces limites sont souvent des anciens résidents revenus pour des raisons personnelles ou des travailleurs temporaires chargés de maintenance ou d'études. Leur présence témoigne de la complexité du lien entre espace, mémoire et environnement contaminé. La zone est à la fois un lieu de disparition et de souvenir, mais aussi un laboratoire vivant pour la compréhension des conséquences radiologiques dans le temps. Au-delà de la nature et des humains, des structures construites ont elles-mêmes subi une transformation progressive. Les bâtiments, les infrastructures et les installations de la centrale sont aujourd'hui partiellement ensevelis, corrodés ou recouverts par la végétation. Le confinement du réacteur principal a été renforcé avec la construction d'une enceinte protectrice plus récente destinée à prévenir toute fuite supplémentaire.
Cette enceinte a nécessité des efforts techniques considérables et des ressources internationales, soulignant l'importance durable de la catastrophe. Les vestiges industriels racontent maintenant une histoire silencieuse, entre technicité et délabrement, marquant la juxtaposition entre l'oubli et la nécessité de mémoire. Sur le plan international, la gestion de la zone d'exclusion a été un sujet d'attention continue. Plusieurs pays et institutions ont collaboré pour financer et soutenir les travaux de décontamination, la recherche scientifique et la surveillance environnementale. Cette coopération illustre la dimension globale de l'accident, dépassant les frontières géographiques et politiques. L'expertise acquise dans cette zone a également influencé les pratiques dans le domaine nucléaire et la prévention des risques industriels au niveau mondial. Ainsi, la zone d'exclusion est devenue un symbole perpétuel des dangers associés à l'énergie atomique, tout en offrant un terrain unique pour l'étude des interactions entre humains et environnement en contexte post-catastrophique. L'histoire de cette zone suscite de nombreux mythes et récits populaires, souvent véhiculés par la culture et les médias. Parmi ceux-ci, certains évoquent des phénomènes surnaturels, des apparitions ou des événements inexpliqués qui contribuent à entretenir une aura de mystère. Dans la réalité, les phénomènes observables sont expliqués par la géologie, la radioactivité et les processus écologiques en cours. Néanmoins, le poids symbolique du lieu, sa charge émotionnelle et les récits collectifs qui lui sont attachés renforcent son impact culturel. La zone d'exclusion incarne ainsi une double nature, à la fois scientifique et mythologique, difficile à dissocier dans l'imaginaire collectif. Il convient également de rappeler que cette zone témoigne des erreurs humaines et des failles systémiques dans la gestion des risques technologiques. L'accident lui-même fut en partie la conséquence d'un contexte politique, social et technique particulier, marqué par l'urgence, la pression et des procédures défaillantes. La création et l'entretien de la zone d'exclusion s'inscrivent alors dans un parcours de réparation, d'apprentissage et de vigilance accrue. La conservation de ce site, bien que non souhaitée, constitue un rappel permanent des responsabilités associées à l'exploitation de technologies potentiellement dangereuses, au-delà des bénéfices immédiats qu'elles peuvent offrir. Sur une note plus contemporaine, la zone d'exclusion est devenue un lieu d'intérêt pour un tourisme très encadré. Des visites organisées permettent d'approcher des vestiges, d'observer la nature singulière et de mesurer l'ampleur de la catastrophe. Ce tourisme scientifique et historique contribue à faire vivre la mémoire de l'événement, tout en sensibilisant aux enjeux actuels liés au nucléaire. Ce phénomène témoigne également d'une transformation dans la perception publique, passant d'un lieu de peur et d'interdiction à un espace de réflexion, de découverte et de transmission. Le tourisme à Tchernobyl soulève néanmoins des questions éthiques importantes, notamment concernant le respect du lieu et la sécurité des visiteurs. En conclusion, la zone d'exclusion autour de Tchernobyl représente un espace complexe où s'entremêlent les traces laissées par le passé et les dynamiques naturelles et humaines actuelles. Elle illustre à la fois la puissance destructrice d'un accident industriel majeur et la capacité de certains systèmes vivants à trouver une forme de rééquilibre. Sa gestion continue d'engager des ressources, des expertises et des réflexions sur la relation entre progrès technique et responsabilité. Cette zone reste ainsi un territoire de mémoire et d'apprentissage dont les transformations au fil du temps offrent une perspective unique sur les conséquences durables de l'énergie nucléaire. En poursuivant notre exploration, nous aborderons désormais les dimensions humaines et sociales liées à cette tragédie, pour mieux comprendre les destins des populations touchées. La mémoire historique et culturelle de Tchernobyl. L'accident de Tchernobyl, survenu à la fin du mois d'avril 1986, a marqué non seulement un tournant dans l'histoire nucléaire, mais aussi un profond changement dans la conscience collective mondiale. Les conséquences de cet événement tragique dépassent largement le cadre technique pour s'inscrire durablement dans la mémoire historique et culturelle. Cette intégration prend diverses formes, allant des œuvres littéraires et artistiques aux commémorations officielles et aux pratiques culturelles qui entourent le souvenir. L'attention portée à Tchernobyl dans la culture reflète une volonté de comprendre et de transmettre ce qui s'est passé. Dès les années qui ont suivi l'accident, des écrivains, des poètes et des documentalistes ont tenté de saisir l'ampleur du désastre et ses répercussions humaines, environnementales et sociales. Ces créations ne se limitent pas à un simple récit des faits.
elles explorent aussi les sentiments complexes liés à la peur, à la perte et à la résilience. Cependant, le traitement demeure souvent contenu, privilégiant une approche factuelle qui respecte la gravité du sujet sans céder à l'émotion excessive. Dans la littérature, les récits et témoignages collectés offrent une poignante vue d'ensemble des événements et de leurs suites. De nombreux auteurs issus des régions affectées ont publié des œuvres qui contribuent à maintenir le souvenir vivant, tout en analysant les erreurs et les leçons à tirer. Ces textes mélangent descriptions précises et réflexions sur l'ampleur du désastre, esquissant ainsi les contours d'une mémoire partagée. Il ne s'agit pas seulement de commémorer les victimes, mais également de questionner les choix humains et technologiques qui ont conduit à cette catastrophe. Au-delà de la littérature, Tchernobyl est également devenu un thème important dans les arts visuels. Des peintres, photographes et cinéastes ont exploré l'ambiance particulière des lieux, désormais devenue une sorte de zone interdite, chargée d'une atmosphère à la fois inquiétante et fascinante. Les images produites oscillent entre le documentaire et l'art symbolique, témoignant des conséquences tangibles de l'accident, mais aussi de son impact symbolique. La représentation artistique sert ainsi de pont entre le passé et le présent, invitant à la réflexion continuelle sur les risques liés à l'énergie nucléaire et aux erreurs humaines. Les commémorations officielles jouent un rôle essentiel dans la perpétuation de la mémoire. Chaque année, des cérémonies sont organisées pour rendre hommage aux victimes et rappeler l'importance de la vigilance et de la prévention. Ces lieux de souvenirs sont souvent associés à des monuments et des plaques commémoratives qui matérialisent ce devoir de mémoire. Les discours qui accompagnent ces événements insistent sur les valeurs de responsabilité et de respect des choix à faire dans l'avenir, intégrant Tchernobyl dans le récit collectif d'une humanité confrontée à ses propres limites. Par ailleurs, la culture populaire a largement diffusé des images et des représentations de Tchernobyl, parfois issues de productions internationales. Ces œuvres, qu'il s'agisse de films, de séries ou de jeux vidéo, contribuent à façonner la perception collective à travers des récits et des scénarios variés. Si certains de ces produits privilégient une approche sensationnaliste, d'autres cherchent à offrir une vision plus nuancée, fondée sur des recherches approfondies. Cette diversité témoigne de l'ampleur du sujet et de son impact sur différentes générations qui tentent de comprendre cette page sombre de l'histoire contemporaine. Un autre aspect important de la mémoire culturelle concerne les traditions locales et les pratiques rituelles qui ont émergé ou se sont transformées après l'accident. Dans les zones affectées, les habitants ont dû adapter leur mode de vie et leur rapport à l'environnement. Les récits transmis oralement, les cérémonies religieuses et les gestes symboliques participent à maintenir le lien avec les espaces dévastés, témoignant d'une tentative de cohabitation entre mémoire du passé et reconstruction du présent. Ces pratiques incarnent une forme de résistance culturelle face à la disparition physique de lieux autrefois habités. L'accident de Tchernobyl a également suscité une réflexion à l'échelle internationale sur la gestion des crises nucléaires et les politiques énergétiques. Cette dimension politique et scientifique influe aussi sur la manière dont l'événement est commémoré et transmis dans la culture. Les analyses des experts, souvent rendues accessibles au grand public, renforcent la valeur éducative des discours autour de Tchernobyl. Elles contribuent à inscrire cette page d'histoire dans une dynamique de prévention et d'information continue, rappelant ainsi que la mémoire ne se limite pas à un simple hommage, mais continue de s'enrichir grâce aux connaissances accumulées. Par ailleurs, la zone de Tchernobyl, bien que largement abandonnée, est devenue un lieu de tourisme mémoriel. Ce phénomène engage une relation particulière avec le passé, mêlant fascination, respect et prudence. Les visiteurs sont souvent guidés par des récits qui contextualisent les lieux et leur histoire, renforçant ainsi la dimension didactique des voyages dans ces régions. Ce tourisme contribue à maintenir la mémoire vivante, tout en posant des questions éthiques sur la manière dont les tragédies sont mises en scène et vécues. La mémoire culturelle de Tchernobyl s'inscrit aussi dans une temporalité longue. Elle fait partie d'une réflexion globale sur l'ère nucléaire et sur les risques associés à cette source d'énergie. Le souvenir de l'accident alimente les débats sur le développement durable, la sécurité et les droits des populations exposées. Cette mémoire collective, bien qu'ancrée dans un lieu précis, dépasse les frontières et invite à une prise de conscience universelle des vulnérabilités humaines et environnementales. Enfin, le travail de mémoire autour de Tchernobyl demeure un enjeu essentiel pour les générations futures.
Il s'agit de transmettre des savoirs et des expériences de manière fidèle et respectueuse, de manière à éviter la répétition des erreurs et à encourager une vigilance constante. Le maintien de cette mémoire, à travers la culture et l'éducation, est une manière de préserver l'héritage de ceux qui ont souffert, tout en nourrissant une réflexion critique sur notre rapport au progrès et à la technique. Ainsi, l'intégration de Tchernobyl dans la mémoire historique et culturelle témoigne d'une démarche collective mêlant analyse, témoignage et commémoration. Ce travail en profondeur permet non seulement de garder vivant le souvenir d'un événement majeur, mais aussi d'enrichir la compréhension de ses implications multiples. Cette mémoire est complexe, elle est nécessairement multiple et elle évolue au fil du temps, en s'adaptant aux nouveaux enjeux et aux nouvelles perceptions du monde contemporain. Ce voyage à travers la mémoire invite à poursuivre la réflexion dans le cadre des prochaines explorations. Le bilan environnemental et humain aujourd'hui. Sur le plan sanitaire, les retombées radioactives ont provoqué une augmentation notable de certaines pathologies, en particulier chez les populations directement exposées. La thyroïdite et les cancers de la thyroïde, principalement chez les enfants et adolescents, constituent l'un des effets les plus documentés. Cette augmentation s'explique par la contamination à l'iode radioactif, notamment l'iode 130 et l'iode 136. Toutefois, il demeure difficile de quantifier précisément l'impact à long terme sur d'autres types de cancers ou maladies chroniques. Les agences sanitaires internationales, telles que l'Organisation mondiale de la santé, ont publié des rapports détaillant les cas relevés et leur corrélation avec l'accident. Ces analyses mettent en avant une légère hausse globale des cancers, représentant néanmoins une proportion modeste par rapport à d'autres facteurs environnementaux ou génétiques. Par ailleurs, la question des effets psychologiques et sociaux ne doit pas être négligée. Les traumatismes associés à l'évacuation, la stigmatisation et l'incertitude quant à la santé ont induit un stress chronique et des troubles psychosomatiques au sein des populations concernées. Du point de vue environnemental, le territoire autour de Tchernobyl offre un exemple singulier d'interaction entre contamination radioactive et processus écologiques. La zone d'exclusion, vaste étendue où la vie humaine est limitée, s'est transformée en un laboratoire naturel. De nombreuses espèces animales et végétales ont colonisé cet espace, souvent en densité supérieure à celle constatée dans des zones similaires non contaminées. Ce phénomène indique une certaine résilience des écosystèmes face à la radioactivité, bien que cette dernière affecte les mécanismes biologiques à différents degrés. Des observations récentes révèlent cependant que certains animaux présentent des mutations génétiques et des altérations physiologiques, témoignant d'un impact moléculaire lié à la contamination. Chez les plantes, les effets sont plus variés selon l'espèce et la proximité des foyers radioactifs. Des analyses isotopiques permettent de suivre la dispersion des radionucléides dans les sols et les nappes phréatiques, mettant en lumière la persistance de la pollution malgré les efforts de confinement et de décontamination. Les incertitudes scientifiques persistent, alimentées par la complexité des interactions et les limites méthodologiques, telles que la durée limitée des observations et la variabilité individuelle des expositions. Certains experts soulignent la nécessité d'adopter une approche holistique intégrant les facteurs environnementaux, sociaux et biomédicaux pour affiner les évaluations. Par ailleurs, le poids des controverses médiatiques et politiques influence parfois la perception publique, créant des débats autour de la réelle ampleur des dommages. Sur le plan réglementaire et social, la gestion de la zone affectée illustre les défis du post-accident nucléaire. Les décisions d'évacuation, la création de périmètres de sécurité, ainsi que les programmes de suivi sanitaire ont évolué selon les connaissances disponibles et les contextes géopolitiques. Plusieurs initiatives internationales ont soutenu la réhabilitation partielle des territoires, tout en maintenant des restrictions visant à protéger les populations. Ces mesures impliquent un équilibre délicat entre exploitation économique limitée et préservation sanitaire. L'étude des conséquences à long terme mobilise également les dimensions historiques et culturelles. L'accident de Tchernobyl a marqué la mémoire collective, tant par son ampleur que par ses répercussions symboliques. Les récits et représentations du drame interrogent les relations entre progrès technologique, sécurité et responsabilité humaine. Cette conscience invite à réfléchir sur les mécanismes de prévention et sur les enseignements à tirer pour la gestion des risques nucléaires dans le futur. Les populations locales, malgré les souffrances endurées,
témoignent souvent d'un lien complexe avec leur territoire, oscillant entre attachement et inquiétude. Le maintien de certaines traditions et pratiques agricoles dans les zones moins contaminées souligne cette dynamique. Des études sociologiques mettent en lumière les politiques de réintégration des habitants dans leur environnement, ainsi que les tensions entre sécurité sanitaire et droits humains. En somme, le bilan environnemental et humain actuel de Tchernobyl se caractérise par une richesse d'informations enrichie de nuances et une prudence dans les conclusions. La persistance des radionucléides dans le milieu naturel, combinée aux effets observés sur la santé et l'écosystème, invite à poursuivre les recherches et les dispositifs de surveillance. La compréhension globale nécessite l'intégration des données scientifiques récentes avec les réalités sociopolitiques et économiques. Les discussions en cours concernant l'avenir de la zone d'exclusion portent sur des scénarios variés allant de la transformation en réserve naturelle à des projets d'exploitation contrôlés. Ces propositions soulèveraient des questions éthiques et scientifiques quant à la mise en valeur durable des territoires affectés. La gestion du site demeure une responsabilité collective impliquant la coopération internationale et la vigilance continue. Ainsi se dessine un tableau où les traces de l'accident sont indélébiles, mais où les dynamiques de la vie poursuivent leur évolution. Ces observations attestent d'une complexité remarquable, où les certitudes cèdent la place à une connaissance progressivement affinée. Cette démarche ne s'interrompait pas, car chaque avancée ouvre de nouvelles pistes d'analyse. Dans ce contexte, il est essentiel de ne pas perdre de vue les dimensions humaines et écologiques intrinsèques à l'expérience de Tchernobyl. Le regard posé sur ces réalités contribue à enrichir la compréhension des risques technologiques et des stratégies d'adaptation. Il ouvre la voie à une réflexion continue, allant au-delà des faits historiques pour éclairer les défis contemporains et futurs. Au fil du temps, la cohabitation entre contamination radioactive et processus naturels offre une occasion unique d'étudier les capacités de résistance et de régénération des systèmes vivants. Ce constat invite à dépasser les conceptions simplistes pour considérer la complexité des interactions environnementales. Le travail des scientifiques se poursuit dans cette optique, combinant expertise technique et sensibilité aux contextes locaux. Loin des récits dramatiques souvent associés à Tchernobyl, ce bilan témoigne aussi d'une grande prudence scientifique et d'une volonté d'objectivité. Il incite à considérer les multiples facettes du phénomène, évitant tant la dramatisation excessive que la minimisation des effets. Cette posture est fondamentale pour aborder sereinement les enjeux liés à l'énergie nucléaire. La surveillance continue des populations exposées et des écosystèmes permet d'ajuster les politiques publiques en fonction des évolutions constatées. Elle favorise également une meilleure communication entre chercheurs, autorités et citoyens, renforçant la transparence nécessaire à la confiance. Ce dialogue reste crucial pour la gestion durable des conséquences de l'accident. Enfin, la mémoire de Tchernobyl alimente les débats sur la responsabilité collective face aux risques technologiques. Elle invite à intégrer l'expérience acquise dans la prévention et la gestion des catastrophes. Cette attention s'étend au-delà des frontières, reflétant une préoccupation mondiale partagée autour du nucléaire et de son impact. Dans la continuité de cette analyse, il convient d'examiner plus en détail les dimensions sociales et économiques de la reconstruction post-Tchernobyl, afin de mieux appréhender les mécanismes mis en œuvre pour redonner sens et stabilité aux populations affectées. Cette exploration permettra de compléter le portrait des retombées multiples qu'a engendré cet événement majeur. Réflexion finale sur l'avenir de l'énergie nucléaire et la sécurité. L'accident de Tchernobyl, survenu en 1986, demeure l'un des événements les plus marquants et tragiques de l'histoire de l'énergie nucléaire. Ce désastre a révélé de nombreuses failles dans la conception, la gestion et la réglementation des centrales atomiques, suscitant un profond questionnement sur le rôle de cette source d'énergie dans nos sociétés. En analysant les leçons de cette catastrophe, il devient essentiel d'adopter une approche équilibrée et informée pour envisager l'avenir du nucléaire. L'une des premières constatations concerne la nécessité impérative d'une sécurité rigoureuse et constante. L'accident de Tchernobyl est en grande partie imputable à une combinaison de facteurs techniques et humains. La conception du réacteur, notamment son système de sécurité, présentait des vulnérabilités importantes. Par ailleurs, la prise de décision rapide dans un contexte de sécurité insuffisante a aggravé la situation.
La formation et la discipline des opérateurs sont donc des éléments cruciaux à renforcer. Au-delà des aspects techniques, l'accident a mis en lumière l'importance de la transparence et de la communication. Les autorités soviétiques avaient initialement minimisé la gravité de l'événement, retardant la diffusion d'informations essentielles. Cette opacité a contribué à la méfiance internationale et au mal-être des populations affectées. Aujourd'hui, la gestion de la sécurité nucléaire implique un dialogue ouvert avec les citoyens, l'échange d'informations entre nations et la coopération internationale. Sur le plan environnemental, Tchernobyl a prouvé que les conséquences d'un accident nucléaire peuvent s'étendre sur des décennies et affecter durablement les écosystèmes. La contamination radioactive a transformé des zones entières en territoires interdits, modifiant profondément la biodiversité. Cette réalité a montré les défis à long terme liés au nucléaire, notamment la gestion des déchets radioactifs et la restauration des sites contaminés. Elle invite à intégrer ces dimensions dans toute stratégie énergétique. Le débat public autour de l'énergie nucléaire est ainsi enrichi par ces enseignements. D'un côté, les avantages du nucléaire sont indéniables. Production en grande quantité, faible émission de gaz à effet de serre et indépendance énergétique partielle. De l'autre, les risques potentiels, malgré les avancées technologiques, engendrent des préoccupations légitimes en termes de sécurité et de durabilité. Chaque société doit donc peser ces éléments en fonction de ses priorités et de son contexte. Les mythes et perceptions culturelles influencent également ce débat. La figure de Tchernobyl s'est inscrite dans l'imaginaire collectif comme un symbole de danger absolu et de catastrophe technologique. Cette image est relayée par des œuvres artistiques, des documentaires et des témoignages qui témoignent de la souffrance humaine et écologique. Comprendre ces représentations permet d'aborder le sujet avec davantage d'empathie et de réalisme. En termes de politique énergétique, plusieurs pays ont revu leur choix depuis Tchernobyl. Certains ont décidé de réduire drastiquement ou d'abandonner le nucléaire, optant pour des sources renouvelables. D'autres ont investi dans le renforcement des conditions de sécurité et dans la recherche de réacteurs de nouvelle génération, plus sûrs et plus performants. Cette diversité montre que l'avenir du nucléaire n'est pas uniformément tracé, mais dépend d'une multitude de facteurs complexes. Il est aussi nécessaire de prendre en compte les enseignements tirés de Tchernobyl pour la prévention d'autres types d'accidents nucléaires, comme celui de Fukushima. Ces événements, bien que différents, convergent dans la nécessité d'adopter une gestion proactive des risques, incluant des scénarios extrêmes et une anticipation rigoureuse. L'amélioration des normes internationales dans ce domaine reste un enjeu majeur. Par ailleurs, la gestion des conséquences humaines appelle une réflexion sur la justice et la solidarité internationale. Les populations exposées à la contamination ont souffert de maladies, de déplacements forcés et de conséquences sociales profondes. L'assistance médicale, psychologique et économique est un volet indispensable d'une politique responsable qui reconnaît l'impact humain au-delà des aspects techniques. À l'échelle globale, Tchernobyl a encouragé la coopération entre États dans le domaine nucléaire. La création d'organismes internationaux dédiés à la sûreté nucléaire témoigne d'une prise de conscience collective. Cette dynamique favorise l'échange d'expériences et le développement de normes communes, permettant une meilleure prévention des risques et une gestion plus efficace des crises éventuelles. Enfin, un regard informé et équilibré est indispensable pour dépasser les peurs parfois exacerbées et les oppositions radicales. La technologie nucléaire, comme toute technologie complexe, comporte des avantages et des inconvénients. Sa maîtrise demande vigilance, responsabilité et engagement continu. L'histoire de Tchernobyl est un rappel constant des risques encourus, mais aussi des efforts nécessaires pour les réduire au minimum. Ainsi, il convient de poursuivre la recherche scientifique, l'innovation technologique et le dialogue démocratique pour construire un avenir énergétique sûr, durable et respectueux des hommes et de l'environnement. La compréhension approfondie des leçons de Tchernobyl doit servir de fondement à cette démarche, afin de prévenir les erreurs passées et d'encourager une gestion éclairée des ressources atomiques. Ce parcours à travers les aspects techniques, sociaux, environnementaux et culturels du nucléaire montre que la complexité de ce sujet demande une réflexion nuancée. Loin d'un rejet ou d'une acceptation sans réserve, l'avenir du nucléaire dépendra de la capacité des sociétés à intégrer les expériences du passé dans des politiques responsables
et adaptative. Ce temps de considération ouvre la voie à une exploration plus approfondie des défis énergétiques contemporains et futurs.